Pierre-Antoine Marty. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé « La plus grande révolution de l'histoire de l'humanité ». Alors, pourquoi ce livre et pourquoi cette interview ? Nous vivons actuellement une période d'incertitude totale avec des changements extrêmement rapides. On entend parler de beaucoup de technologies, de cybersécurité, de métavers, d'intelligence artificielle et de nouveaux équilibres géopolitiques avec une période un peu tendue au niveau géopolitique. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique et sociologique. Et nous sommes bien rendus compte qu'il est difficile pour le grand public d'appréhender en fait tous ces changements. Les gens sont perdus. Nous avons voulu donc faire un livre accessible pour donner les clés et aider à décrypter un peu les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Pour rendre ces questions encore plus vivantes, nous avons décidé, au travers d'interviews d'experts comme vous, de faire des focus plus particuliers sur certains thèmes comme le prolongement du livre et de la mise en perspective de certaines révolutions que nous abordons. Donc, Pierre-Antoine Marty, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour l'invitation, content de pouvoir parler de ces beaux sujets. Donc Pierre-Antoine Marty, j'ai une triple casquette. C'est la première casquette qui ouvre vers toutes les autres, c'est celle de chercheur, de doctorant. Je travaille en ce moment sur une thèse en histoire à l'EHESS. Cette thèse porte sur la littérature d'anticipation, la science-fiction, comme on dit souvent. Et mon projet, c'est de réfléchir à la manière dont on s'est projeté dans le futur, comment on a raconté le futur et qu'est-ce que le fait de raconter le futur fait au présent, fait à l'innovation, fait à nos choix, nos décisions, etc. Et est-ce que ça influe le cours de l'histoire ? Donc voilà pour ma thèse. Et il se trouve que peu à peu, cette thèse, cette recherche, elle m'a ouvert pas mal de portes. Donc j'ai longtemps travaillé dans l'innovation, parce que c'est des sujets évidemment qui touchent à l'innovation et on va revenir évidemment sur ce lien. Et aujourd'hui, je travaille dans la prospective. Donc, la prospective, c'est la discipline qui qui accompagne les entreprises et les organisations à se projeter dans le futur. Et donc, j'ai une troisième casquette qui fait que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, Jérôme, c'est que je suis expert APM et j'interviens auprès d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises pour les aider à appréhender le futur et à se projeter dans le futur peut-être un peu différemment, de manière un peu plus originale, grâce aux apports de la science-fiction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et justement, sur ce sujet de la science-fiction, est-ce que vous pensez que la science-fiction influence la science ou est inversement que la science influence la science-fiction ? C'est pas que je pense, c'est que je sais, j'en suis convaincu. Je suis certain que ça marche dans les deux sens. Et j'avais eu une conversation justement un jour à ce sujet avec une physicienne qui m'a posé la question, mais qui influence qui ? Et j'ai répondu peut-être un peu une réponse de Normand, mais je pense que c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Et c'est difficile de savoir qui influence qui, mais il y a des influences réciproques, des influences qui sont nettement admises. Et quand on pense du côté des auteurs de science-fiction, hein, j'en ai rencontré beaucoup et beaucoup qui lisent des revues scientifiques, qui se tiennent beaucoup au courant, qui lisent Nature, etc. Donc pour les gens qui connaissent pas Nature, c'est une revue scientifique de référence qui échange avec des physiciens, qui échange avec des astrophysiciens. Et donc ça se voit beaucoup. Donc ils se tiennent au courant des dernières actualités de la pensée scientifique, des dernières actualités scientifiques. Et dans l'autre sens, ça marche beaucoup aussi. Il y a une inspiration de la science-fiction très forte, qui est de plus en plus admise d'ailleurs, à la fois du côté des scientifiques. On pourra parler récemment, il y a quelques années, il y a une étude qui est sortie qui a scanné toutes les publications scientifiques sur le thème de l'IHM, l'interaction homme-machine, et qui a vu que dans toutes ces publications, il y avait de plus en plus, année après année, de références à la science-fiction. Voilà, pour penser à ma solution, pour réfléchir à ce problème, je prends tel et tel exemple issu de la science-fiction ou je m'inspire de la science-fiction. Donc voilà, il y a une porosité. Et évidemment, cette porosité, elle est d'autant plus importante dans le domaine, on va dire, à la croisée entre la recherche scientifique et la technologie et la commercialisation, c'est-à-dire tout l'environnement d'innovation de la Silicon Valley, où là, l'inspiration, elle est manifeste. Quand on parle de métavers chez Facebook, ou quand on voit je pense tous les projets d'Elon Musk,
et de tout l'argent, de tous les milliards que ces grands patrons mettent sur la table, clairement, ils sont directement inspirés de la science-fiction, à la fois sur le côté spatial, surtout le côté digital, virtuel. Voilà, la science-fiction a vraiment enfanté presque l'imaginaire de la Silicon Valley. Et aujourd'hui, ben, cet imaginaire, il devient réel. Alors, on attend toujours les voitures volantes de Retour vers le futur. Est-ce que la science, parfois, a avancé la prospective? Oui, alors c'est-à-dire que c'est pareil, c'est un double processus. Il y a des choses que la prospective ou la science-fiction n'ont pas vraiment vu venir. Non pas tant dans les applications d'ailleurs, enfin non pas tant dans les développements technologiques que dans les applications. Typiquement, il y a quelques gros impensés de la pensée prédictive. Là, je pense plutôt à la science-fiction. Je connais moins le domaine de la prospective, mais des gros impensés qui sont le téléphone portable. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a, enfin, disons, pas vraiment le téléphone portable, mais le smartphone tel qu'on le connaît maintenant, c'est des choses qu'on n'a pas trop vu venir telles qu'elles se sont réalisées. On a pu voir venir le téléphone portable ou des choses comme ça, mais ce smartphone qui fait partie de notre quotidien, on a moins vu venir aussi parce qu'on n'a pas trop vu venir Internet. Non pas tant Internet que le fait qu'il allait être utilisé comme on l'a utilisé. Donc ça, ce sont deux gros, on va dire, impensés, angles morts. Donc c'est pour ça que toute la conversation qu'on va avoir, il faudra la prendre avec des pincettes quand on va se projeter parce que il y a des tendances fortes et puis il y a la manière. Donc il va y avoir des surprises certainement et tant mieux. C'est le propre de l'histoire d'être surpris. Et il va y avoir des surprises dans les innovations et il va surtout avoir des surprises dans les appropriations que vont se faire les gens de tous ces développements qu'on a actuellement. Et alors, quelles sont les grandes idées que la science-fiction finalement, qui ont été réalisées? Je pense, par exemple, à Tintin sur la Lune, ou encore, malheureusement, le crédit social qu'on voit dans Black Mirror. Est-ce qu'on peut citer d'autres exemples de ce que peut-être a apporté effectivement la science-fiction, de choses réalisées? Alors, je citerai deux principaux thèmes. Le premier, évidemment, c'est le spatial. La science-fiction a énormément inspiré le spatial et a beaucoup anticipé le spatial au point que l'industrie spatiale s'en nourrit beaucoup. Donc, il y avait des ingénieurs, notamment, je pense à des ingénieurs en Russie, enfin en URSS, dans les années 20-30, qui étaient des férus de Jules Verne, qui avaient une pensée un peu cosmique comme ça et qui ont vraiment été nourris de ça pour développer les moteurs qui nous ont permis d'aller plus tard dans l'espace. Donc tout le spatial, évidemment, et on peut aussi parler de 2001, le film 2001, qui a été un film étape fort, donc une année avant qu'on atterrisse sur la Lune, 68, 2001, 69, le voyage sur la Lune, et qui a fait appel à la fois donc à beaucoup de créativité avec les auteurs, avec Arthur C. Clarke, Kubrick, etc., des designers, et à la fois à beaucoup de scientifiques qui ont réfléchi à la manière dont on pouvait rendre le film très réaliste. Et donc certaines de leurs réflexions se sont retrouvées ensuite auprès de la NASA pour les développements spatiaux ultérieurs. Et donc ça, c'est le grand point et ça continue aujourd'hui. Et le deuxième grand point, c'est le digital, c'est le numérique. Et dans les années 80, jusqu'au début des années 90, il y a eu toute la vague cyberpunk, où justement on voyait l'informatique monter en puissance. Et il y a de nombreux auteurs qui ont commencé à se projeter là-dedans. Et donc il y a beaucoup de mots, ne serait-ce que des mots qui nous viennent de la science-fiction. Je pense au mot cyberespace, qui a été inventé par William Gibson. Je pense au mot métavers, qui a été inventé par Neil Stephenson, etc., et qui a aussi été le premier à utiliser le mot avatar dans son acception qu'on connaît aujourd'hui, le mot avatar qui vient de la mythologie hindoue, mais qu'il a utilisé dans le cadre d'un environnement virtuel qu'il imaginait dans son roman Snow Crash, le samouraï virtuel en français, qui a dans ce roman d'ailleurs beaucoup de choses. Il y a l'ancêtre, il y a
l'ancêtre, entre guillemets, ou la première image du disque dur externe, la première image de Google Maps. Voilà, c'est vraiment un roman visionnaire, on va dire, qui a beaucoup inspiré, encore une fois, la Silicon Valley. Puis on peut citer d'autres choses. Pareil, quand on utilise le mot robot, on utilise un mot qui a été inventé par un auteur tchèque, Karel Čapek, un auteur d'anticipation dans une pièce de théâtre dans les années 20. Donc oui, ça a inspiré énormément de choses, énormément, énormément. Et je sais pas, quand vous voyez des films comme Minority Report, et après tous les gens qui ont voulu s'inspirer de ce que faisait Tom Cruise, enfin, parfois c'est patent, c'est évident. Alors aujourd'hui, on a l'impression, vous en avez parlé un peu, qu'on a une espèce de multidisciplinarité, des groupes d'experts assez différents, des gens qui arrivent dans les entreprises. Pourquoi pas ça peut être des auteurs, des écrivains, des philosophes qui viennent avec des scientifiques créer des groupes multidisciplinaires pour aller plus loin et pour réfléchir effectivement à ces logiques de prospective. Est-ce qu'on peut citer peut-être des exemples de ça? Oui, on va pouvoir citer. Alors, déjà, on pourra mettre dans le contexte qu'il y a un double contexte. Pourquoi les entreprises et les organisations gagnent et gagneront à ouvrir leurs horizons et à faire appel à des auteurs et puis à des gens peut-être issus des sciences humaines ou des philosophes, pour deux choses. Déjà, pour appréhender un changement dans l'innovation qui est de plus en plus important, de plus en plus rapide, de plus en plus, il y a une course à l'innovation. Et donc, pour pouvoir peut-être mieux appréhender ça, on a besoin d'ouvrir les horizons. Et le deuxième, c'est qu'on est face à un futur de plus en plus imprévisible pour les questions d'innovation, mais pas que, pour des questions géopolitiques, pour des questions de santé publique, comme celle qu'on a connue avec la pandémie. Et donc, c'est important de pousser l'imagination au-delà des raisonnements qu'on peut avoir un peu plus traditionnels auparavant. Et donc, il y a de plus en plus de pratiques qui se font comme ça. Donc, typiquement, déjà, il y a l'approche qui complète, enrichit la prospective, qui est celle du design fiction. Donc, le design fiction, c'est s'inspirer de la science-fiction pour se projeter dans le futur. Et les inspirations de la science-fiction, c'est de la mise en récit, c'est d'aller chercher des récits peut-être un peu plus dramatiques, un peu plus poussés, un peu plus originaux. Et donc ça, c'est le design fiction. Et des fois, il y a des cellules spécifiques. Donc typiquement, je sais qu'il y a des grosses entreprises aux États-Unis qui font appel à des auteurs de science-fiction pour imaginer le futur d'un thème ou d'un produit, d'un secteur d'activité. Et en France, on peut parler de la Red Team. La Red Team, qui est une cellule qui a été mise en place par le ministère des Armées, plus spécifiquement l'Agence Innovation Défense. Donc, c'est une cellule d'une douzaine d'auteurs, dessinateurs, scénaristes, designers de science-fiction qui planchent sur des scénarios à horizon 2040, 2050, des scénarios de guerre, mais pas que, ou d'armement, mais pas que, des scénarios de conflits, des scénarios d'évolution sociale possible. Et donc, sur la base de ces scénarios, l'armée dit ah oui, ça peut être intéressant, ça a creusé, c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avec un raisonnement prospectif un peu plus traditionnel. Donc voilà, ça aide à pousser un peu plus l'imagination, mais c'est important parce que dans le contexte qu'on est en train de vivre, cette imagination, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin parce que le changement est important, le changement est rapide. Alors, quelles sont pour vous les grosses tendances technologiques de ces prochaines années? C'est difficile à dire. Enfin, on en voit clairement à l'œuvre et vous allez en parler dans votre livre, je pense mieux que moi, parce que vous avez fait un gros travail. Donc, j'invite les personnes qui regardent la vidéo à se pencher sur le livre pour ça. Mais plus sérieusement, alors il y a le facteur de la surprise. On va pas voir venir les choses, mais je pense qu'il y a deux grandes tendances en termes d'innovation scientifique et technologique. La première, c'est l'automatisation. Donc, de plus en plus de délégations à la machine, à la robotique, de plus en plus de délégations dans nos tâches de travail, mais aussi dans nos tâches de quotidien. Et la deuxième, c'est donc dans automatisation, on peut aussi mettre intelligence artificielle, dans le sens où une grande partie de nos décisions, de nos calculs seront aussi délégués à ces intelligences-là. Et l'autre, c'est la virtualisation. Digitalisation, virtualisation, où là, clairement, dans les prochaines années, je pense qu'on va passer une étape avec le Web 3, avec le métavers, où on aura de plus en plus de rapports humains virtualisés, digitalisés, et je pense de plus en plus d'hybridation entre
on va dire, environnement virtuel et environnement réel. Et l'enjeu, ça va être je pense là aux entreprises ou aux organisations, l'enjeu, ça devait être pas de remplacer l'un par l'autre, mais de réussir l'optimisation ou la fusion optimale entre les deux. Qu'est-ce qui va changer à très court terme? 1 an, 2 ans, 3? À très court terme, ça va plutôt être dans les usages où on peut être surpris, hein. Je ne sais pas, il peut y avoir peut-être des évolutions sociales qui vont nous surprendre dans les usages qu'on pourra faire peut-être d'Internet ou dans le métavers. Oui, ce qui peut se passer, c'est que le métavers va arriver et je pense qu'on va être surpris par les usages que les utilisateurs vont faire de ce métavers. C'est-à-dire comme quand Facebook est arrivé, je pense que Facebook avait une idée de ce qu'il voulait faire, mais il y a eu beaucoup d'autres conséquences qui étaient plus ou moins imprévues. Typiquement, on parle de la bulle Internet, vous savez, de chacun est un peu dans sa bulle d'opinion, où il y a les facteurs de tension, de haine qu'il peut y avoir en ligne. Qu'est-ce qui peut se passer dans le métavers sur ces environnements-là? Moi, je suis très curieux de le voir. Et inversement, ben, évidemment, Facebook ou d'autres plateformes de réseaux sociaux ont beaucoup facilité nos échanges. Et comment ça va se passer dans le métavers? Pour moi, c'est ça la question. C'est plutôt parce que dans les prochaines années, les innovations, on les a un peu en tête, hein. Moi, je pense que clairement, il y aura la virtualisation plus poussée avec le Web 3. Moi, ce qui m'interroge plus, ça va être les usages que les gens vont en faire. Alors, il va y avoir des usages tels que les concepteurs se l'imaginent, et puis il va y avoir tous les usages un peu hackés, un peu détournés, les appropriations. Et ça va être passionnant à observer, parce que ça va être le germe de la manière dont le métavers va se développer sur la prochaine décennie. Alors, y a-t-il, selon vous, une technologie ou une découverte qui vous semble de nature à changer radicalement le monde? Alors oui, mais j'irai pas trop la chercher dans les thèmes qu'on a explorés ensemble, c'est-à-dire le virtuel ou l'automatisation, l'intelligence artificielle. Déjà, parce qu'en fait, ce sont des changements qu'on a plus ou moins déjà anticipés. Moi, je pense il y a deux inventions qui peuvent changer le monde et qu'il faut souhaiter. Je pense à une première qui serait au niveau de l'énergie, de l'énergie. Et il faut souhaiter une énergie enfin voilà qui est très économe en ressources et qui peut donner beaucoup de puissance énergétique au monde entier, parce que là on va clairement sur des grosses tensions. Et la deuxième aussi, c'est au niveau de l'alimentation. euh, donc voilà, on va sur un monde de plus en plus peuplé, de plus en plus gourmand en ressources. Donc pour moi, les vraies innovations, les vraies inventions qui peuvent changer positivement le cours des prochaines années, j'irais plutôt les chercher là. Énergie, alimentation, par rapport aux tensions environnementales et sociétales qu'on peut connaître. Alors, OK, on a fait le changement à court terme. Maintenant, on va faire un exercice, si vous voulez bien, de se projeter en 2050. Qu'est-ce qui se passe en 2050? On veut Qu'est-ce qui se savoir. passe en 2050? Je pense qu'il faut imaginer un monde, enfin là, je prophétise pas, hein, je laisse aller un peu mon imagination. Je pense qu'il faut imaginer un monde à la frontière entre un local écologique, un monde très local écologique et un monde très interconnecté mondial, village global et vie très locale. C'est un peu ce qui se dessine dans les échanges que je peux avoir avec les différents entrepreneurs, d'ailleurs au fil de mes interventions quand je leur demande comment ils voient le futur. Espérons un monde plus calme, qui laisse toute sa place évidemment à l'innovation, mais peut-être que justement si des tensions ont été résolues par le côté alimentation, etc., bah, peut-être qu'on a un monde plus apaisé, moins tendu sur les histoires de ressources, de territoires, etc. Et à titre personnel, j'aimerais bien pouvoir partir en vacances sur Mars sans que ça consomme énormément de carburant. Donc, à titre personnel, je me dis, oui, l'exploration interplanétaire en 2050, au-delà de l'exploration, je pense que l'implantation en 2050, mais ça a des enjeux aussi sur la planète Terre, hein. Quand vous lisez beaucoup d'auteurs de science-fiction, s'installer sur Mars,
c'est aussi pour soulager la Terre et c'est aussi pour donner de nouvelles perspectives à l'humanité sur Mars, sur la Lune, dans les planètes. Et je pense que voilà, il y aura une sorte d'humanité un peu éclatée. Qu'est-ce que ce sera nos rapports avec les humains martiens, avec les humains lunaires. Voilà. Mais pour revenir les pieds sur Terre, j'ai pas envie de vous dire, j'ai pas envie de proposer une vision dystopique de 2050. Et je pense, voilà, cette espèce d'hybridation entre beaucoup de digital, d'international, de connexion et beaucoup de local et de respect du territoire et de la nature. Merci pour cette projection et cet exercice pas facile Qui n'engage que moi, hein, je précise. et qui finalement voilà, nous éloigne quand même à quasiment une trentaine d'années. D'ailleurs, on parle de 30 ans. Quel conseil donneriez-vous à cette génération qui a moins de 30 ans, voire les digital natives, pour terminer un petit peu cette interview? Oui, bonne question, parce que évidemment, ce sont eux qui vont faire le monde de demain. Et si ça se trouve, ils vont rendre complètement caduques toutes mes projections. Donc, le conseil, c'est suivre mes projections. Ça, c'est le premier. Et le deuxième conseil, qui pour moi est important, mais qui peut aussi s'appliquer, on va dire, à toute la vague d'entrepreneurs qui se projettent beaucoup dans la tech, etc. C'est tout cet environnement virtuel, tout cet environnement digital, il va falloir que vous l'appropriez, que vous le poussiez, que vous alliez encore plus loin dans les innovations, mais ce ne sera pas la fin des fins. Et ça va changer notre rapport au monde, ça va changer notre rapport au savoir, à la connaissance. Et ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, développer votre esprit critique. Justement, tu parlais de philosophes, de penseurs, etc. Je pense qu'on va vivre dans un monde très complexe où la technologie va nous pousser un peu dans nos retranchements. Et ce que j'ai envie de dire aux générations montantes, c'est voilà, soignez votre savoir, soignez votre connaissance, soignez votre esprit critique, parce que vous allez avoir besoin pour naviguer dans ce monde complexe et pour pas être trop aspiré par la technologie, trop vampirisé par la technologie, par le digital, par les environnements virtuels, et voilà. Et donc aussi aller dans le métavers et planter des fraises dans un petit jardin pour garder aussi un contact avec le. Mais je pense qu'il faut les deux en fait, c'est ça. Et, peut-être par effet miroir. Le conseil que je donnerais aux gens qui sont pas, aux gens plus âgés, hein, qui vont devoir gérer cette génération montante ou composer avec, c'est de pas avoir peur. On parle beaucoup de transformation dans le monde du travail, on voit beaucoup de changements dans les attentes, dans les pratiques. Alors, je pense qu'effectivement, la génération qui arrive va être un peu une génération mutante aux yeux des personnes qui sont aux manettes aujourd'hui. C'est un peu une génération mutante. Mais n'ayez pas peur de cette vague qui monte, qui va être vraiment différente. Mais voilà, en fait, c'est ça. Il va falloir que tout le monde apprenne à gérer la différence et le changement. Et pour les personnes plus âgées, pour les plus jeunes, il va falloir peut-être gérer une sorte de stabilité dans le savoir et dans la connaissance qui va vous donner des repères et des racines. Eh ben, c'est sur ce bon conseil pour les jeunes et les moins jeunes générations qu'on se quitte. On vous remercie, Pierre-Antoine Marty, et puis Merci à Jérôme. bientôt. À Au bientôt, revoir. au plaisir.